Voilà, bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Déjà dans quelques jours, nous allons fêter la nativité du Christ. Pour ceux qui célèbrent la Noël, déjà je vous dis joyeux Noël à tous. Rencontre ratée entre Fachi et Paul Kagame à Luanda. Est-ce que c'est un fiasco ou une victoire? Les questions se posent par rapport à ce sujet. Et puis nous allons aussi analyser sur l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Mesdames et messieurs, nous devons avoir 3 invités. Jusque-là, ils sont à 2. Il y a Maître Trésor Nikonza. Ça fait longtemps qu'il nous a fui. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Minouchka. Meilleur vœu à tous les téléspectateurs de 1 heure pour convaincre. Non. Actu 60. Ah ouais, vous voyez, ça fait longtemps. Vous avez fouillé, hein? Ouais, là, vous parlez des 3 quarts d'heure pour convaincre. Ça, voilà. C'est Actu 60. Actu 60, ouais, je vois. Donc, ici, je suis nouveau. Vraiment. Et voilà, il y a Ernest Kanziama, c'est aussi un habitué de l'émission. Ernest, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Et voilà, déjà nous entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Ernest. Ernest, rencontre entre Fachi et Kagame, une rencontre ratée. C'est un fiasco, un sabotage, une victoire pour la RDC. Comment vous analysez ça? Bon, madame, ça, pour moi, ce n'est pas une rencontre ratée, c'est une humiliation pour la nation congolaise. Ah bon? Oui, ce n'est pas une rencontre ratée. Parce que les Rwandais savaient que Kagame ne ferait pas les déplacements de Luanda. Bon. Et étant une nation moderne, je ne sais pas chez nous si les services de renseignement fonctionnent. Quel rôle joue notre ambassadeur à Kigali? Parce que depuis le dimanche à 1 heure, les Rwandais s'étaient déjà prononcé que Kagame ne serait pas à Luanda parce que les 2 commissions qui travaillaient sur la question de la paix à l'Est, la délégation rwandaise et la délégation congolaise, ne s'étaient pas mises d'accord sur un point très essentiel pour les Rwandais avant toute signature d'un accord entre les 2 parties. Kinshasa devait prendre langue avec les M23. Et vous êtes sans ignorer que pendant la même semaine, donc, je crois bien le vendredi ou le samedi, qui c'est Nanga, le numéro 1 de AFC, Alliance Fleuve Congo, et puis par ricochet, chef du M23, chef politique du M23, avait fait une déclaration depuis son QG de Rutshuru pour dire que si vous discutez à Luanda sans nous, cela ne nous concerne pas. C'était déjà des signes annonciateurs qui devaient nous renseigner sur la note de cette rencontre. Alors c'était une humiliation parce qu'on voit un président de la République, pas dit n'importe quelle nation, comme la nation congolaise, une nation très respectueuse et jouant un rôle très capital en Afrique centrale, dans la sous-région, se présenter à Luanda et puis commencer à sillonner les salons d'honneur. C'est pas moi, donc c'était vraiment une humiliation pour nous. Et puis on voit, après cette raté, nous sommes les 15, la même journée, il y a des localités qui tombent, les 16, des localités tombent encore, il y a Mitimbe E, Mitimbe D, Vitumiro, avant c'était Alimbongo, on ne comprend pas. Même dans la sous-région, on comprend que nous vivons, je dirais, c'est quoi, un isolement diplomatique. Parce que regardez, Kagame n'arrive pas, mais en Luanda, Tshisekedi va trouver Uhuru Kenyatta qui l'attendait. Donc même dans la sous-région, les autres présidents, homologues présidents, savaient que Kagame n'allait pas venir. Mais ils n'ont pas informé Félix. Donc nous devons comprendre que dans tout ça, nous avons échoué sur une option très capitale qui allait contraindre Kagame à discuter avec nous sur la table de négociation avec beaucoup de respect et de considération, c'est l'aspect militaire. Avec les échecs que les FARDC connaissent, Kagame se sent fort, il est chez nous. Il n'y a aucun militaire congolais qui est sur le sol rwandais. Alors Kagame n'a pas une contrainte, n'a pas de contraintes sur terrain qui les pousserait à accepter les négociations, à signer un accord de paix avec Kinshasa et puis laisser l'Est de la République comme ça, comme si il était d'une bonne foi. Donc, nous avons échoué sur le plan diplomatique, nous avons échoué sur le plan militaire. Je regrettais l'autre fois un communicateur de l'Union sacrée qui parlait aussi de l'aspect judiciaire. Même si nous avons échoué sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, nous allons aussi attaquer les Rwandais sur l'aspect judiciaire. Ça, c'est vendre de l'illusion aux Congolais.
Donc la seule contrainte, pour moi qui Cour peut... pénale internationale est là, non? Madame, c'est les rapports de force. Sur le plan international, c'est les rapports de force. Vous savez, aujourd'hui, on avait condamné l'Ouganda, les Rwandais et l'Ouganda pour la guerre de 6 jours à Kisangani. Ils ne sont pas sur le sol congolais. Et aujourd'hui, ce qui est grave, on attaque seulement les Rwandais. Mais l'Ouganda aussi est dans cette agression. Vous ne comprendrez pas qu'une localité comme un territoire comme là où Bunagana se trouve puisse tomber entre les mains du M23 sans la complicité de l'armée ougandaise. Donc je ne comprends pas pourquoi Kinshasa parle seulement du Rwanda et met à l'écart l'Ouganda. Alors les deux pays nous agressent, les deux pays contribuent à l'occupation de nos territoires à l'est de la République. Donc il faut aussi compter avec la communauté internationale qui présente une position ambiguë et qui n'est pas claire. Vous prenez la France, les États-Unis, ils ne présentent pas des positions claires par rapport à la crise à l'est de la République. Donc, c'est nous qui sommes perdants parce que nous continuons à rêver sur des promesses que la communauté internationale nous fait, alors que sur le terrain, il n'y a rien. Kagame avance, il est dans une position de force et puis il peut refuser à négocier. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais ne vous dérangez pas, Kinshasa a refusé de négocier avec les M23 dans un mois. Kinshasa va accepter de négocier avec les M23, mais ça sera dans une position de faiblesse. C'est ça le problème. Parce que les M23 avancent, à un certain moment, nous serons obligés de négocier avec eux, mais du moins, nous avons perdu encore d'autres territoires. Vous soutenez que la RDC puisse négocier avec le M23? À l'heure actuelle, je vous dis oui. Moi, je soutiens qu'on parle avec qu'on tient langue avec les M23. Parce que nous devons savoir aussi le nœud du problème, pourquoi les M23 est rentré à l'Est et puis commencer les hostilités. Parce que le gouvernement de Kinshasa ne dit pas des choses clairement sur cette question. Depuis 2013, les M23 n'étaient plus sur terrain. Et du coup, il refait surface. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Alors que nous avons des informations que les M23 étaient ici à Kinshasa 14 mois. Nourris, il s'est promené, logé avec l'argent du contribuable congolais. Alors, ils rentrent à l'Est pour reprendre les hostilités. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec les pouvoirs de Kinshasa? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, comme les deux parties refusent de nous dire la vérité, nous souhaitons qu'ils puissent se rencontrer pour nous savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est aussi notre droit d'être informé sur cette question. Comme ça, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Et le pouvoir de Kinshasa a reconnu aussi les M23 comme un mouvement rebelle congolais. Ils sont congolais, pourquoi ne pas parler entre nous congolais? Voilà. Je ne soutiens pas les M23, mais parler avec les M23, parce que je trouve aujourd'hui que c'est la seule issue pour rétablir la paix à l'Est, parce que sur le plan militaire, les FARDC sont incapables d'en découdre avec ces mouvements rebelles. Et voilà, je vais passer la parole à Maître Likonza, il est analyste politique indépendant. Maître Likonza, je suis votre co-débatteur, n'empêche que vous puissiez rebondir, mais ma question, c'est de savoir, par rapport à cette rencontre ratée, n'est-ce pas un fiasco ou une humiliation, comme vient de dire Ernest? Pas du tout. C'est juste un incident diplomatique provoqué par le président rwandais en connaissance de cause, parce que, vous savez, on ne cesse de le dire, et même au niveau de la communauté internationale, que le Rwanda est pour beaucoup dans la situation qui prévaut dans l'est du pays. Le M23 n'est pas un mouvement insurrectionnel congolais. Si on le dit ainsi, on risquerait de donner raison au Rwanda, parce que ça va dénoter d'une sorte de complot des Congolais contre leur propre pays. Mais il faut encore abondamment dire que le M23, c'est un mouvement monté de toutes pièces par le Rwanda, et précisément par le président rwandais qui vient de créer un incident diplomatique délibéré. Pourquoi? C'est parce que dans son entendement, lui, le président rwandais, je ne parle pas de tous les Rwandais, je parle du président actuel du Rwanda. Dans son entendement, il ne peut pas donner aux Rwandais ce dont ils ont besoin pour vivre heureux. Si il ne pratique pas de mystique sur le sol congolais, s'il ne comporte pas un mystérieux, en vandaliste, vous savez, ceux qui ont appris... En parlant de mystérieux, vous insinuez quoi? Ceux qui ont appris l'histoire savent ce qui faisait le vandaliste. Il y a toute une doctrine autour. Le vandalisme, ce
Cela veut dire qu'un peuple qui, lorsqu'il arrive quelque part, il sème le désordre, la désolation. Et c'est le comportement qu'a adopté le président actuel du Rwanda. Et votre question, si je dis qu'il y a un comportement mystérieux dans son chef, c'est parce qu'il fait comme quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe tout autour de lui. Mais il voit qu'en face, il y a un désordre. Et il sait l'origine de ces désordres-là, mais il fait semblant de ne rien savoir. C'est ainsi que, étant lui-même le créateur du mouvement c'est comment 23 mars. Voilà, le 23 mars. Il ne peut pas accepter toute initiative visant à mettre fin à ces mouvements. La rencontre de Luanda a des objectifs. Et l'objectif global, c'est de mettre fin aux hostilités. Est-ce que cela n'est pas aussi dû au propos de notre chef de l'État? Dernièrement, dans une émission, il avait dit qu'il ne peut jamais aller rencontrer Kagame, Yenebokutanalola. Non, ça c'est un discours. Tout le monde peut parler. Mais non, la parole du chef vaut beaucoup, non? Vous savez, quelqu'un qui a dit ça. Lorsqu'un chef parle, il doit avoir des réactions. Il a dit ça, mais il s'est présenté au rendez-vous et à l'heure prévue. Cela veut dire quoi? L'homme est dynamique. Et puis sa tenue aussi ne correspondait pas aussi à une rencontre diplomatique. Madame, l'homme est dynamique. Vous savez... Un chef qui s'habille en demi-Dakar dans une rencontre diplomatique. La finalité d'un incident diplomatique, c'est entre deux pays. Celui qui le provoque vise à inciter l'autre à accepter que le conflit persiste. C'est ça le comportement du président actuel du Rwanda. Il ne l'a pas fait par ignorance. Parce que pour lui, la guerre doit continuer. Les hostilités doivent continuer dans l'est de la RDC parce qu'il lui tire profit de ça. Sans ces hostilités, il serait un président qui ne fait rien à la tête du Rwanda. Vous voyez, c'est ainsi qu'il a créé cet incident diplomatique. Et la guerre qui est dans l'est du pays. Bon, on parle de la guerre. Certains préfèrent dire que le Rwanda fait la guerre à la RDC. Mais ce n'est pas une guerre directe entre deux États, non. Il y a un État qui a monté un scénario. Il a créé un mouvement hostile contre un autre État. Et il se cache derrière ces mouvements hostiles. De telle sorte que, même au niveau de la communauté internationale, on ne sait pas dire directement qu'il y a guerre entre le Rwanda et la RDC. Mais on sait dire que derrière les M23, il y a le Rwanda. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. Maître, par rapport à l'allure où vont les choses, est-ce que vous ne voyez pas que c'est le Rwanda qui sort gagnant? Est-ce que nous aurons vraiment la force d'aller, de procéder même, encore de saisir la CPI contre le Rwanda? Saisir la CPI, c'est un droit. Mais dire que le Rwanda sort vainqueur ou gagnant, moi, je ne pense pas de cette façon-là. Parce que le Rwanda ne nous fait pas la guerre directement. Si le Rwanda était fort, il n'utiliserait pas les M23. Il nous ferait la guerre directement et la communauté internationale noterait que le Rwanda est en guerre contre la RDC, comme le cas pour la Russie et l'Ukraine. Vous voyez? Mais le Rwanda, connaissant la force de la RDC, s'est caché derrière un mouvement hostile. C'est ainsi que par moment on parle de la guerre asymétrique. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a un État qui se cache derrière un mouvement hostile. Une force irrégulière
qui combat une force régulière. Cela veut dire que nos FARDC sont une force régulière. Mais en face, il y a une force irrégulière qu'on appelle M23. Mais après les enquêtes, on se rend compte que cette force irrégulière est soutenue par un État. Et c'est le Rwanda. On ne peut pas dire que le Rwanda est gagnant. Non. Vous êtes gagnant, vous êtes fort, mais venez directement nous combattre. Non. Le président congolais, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peu importe ce qu'on peut dire, il avait déclaré, il avait dit. Mais il s'est présenté au rendez-vous. Le rendez-vous n'émane pas de la RDC. C'est aussi la communauté internationale qui a accepté cela. Allez discuter. Allez. Mais pourquoi on appelle les Rwandais? Si les Rwandais n'avaient rien à faire dans les M23, pourquoi on l'appelle là-bas? C'est parce qu'on sait, il y a des rapports. Mais parce que lui a utilisé une stratégie pour ne pas mettre son pays à l'avant-garde. On a caché le Rwanda, mais le Rwanda opère en coulisses. Et cet incident diplomatique qu'il a créé délibérément vise également, à mon avis, à l'extraire de la situation du M23. Puisque s'il s'est présenté directement, on dirait, ah voilà, il est allé là-bas pour parler au nom du M23. Lui aussi étant dans son jeu de faire régner les hostilités, il vous renvoie la balle, discuter directement avec les M23. Or, les M23, c'est lui-même, sous un autre nom, sous une autre forme. Les M23, c'est les Rwandais. Mais dans les termes, en matière de la guerre, il y a plusieurs types. Et ça s'est fait différemment. Vous ne pouvez pas aller dire... d'aller demander conseil à Kabila. Comment est-ce qu'il a pu maîtriser les M23? Mais écoutez, quand vous les citez ici... Jusqu'à la venue de l'actuel régime. Oui, parce que mon co-débatteur, dans mon habitude, je n'aime pas pointer du doigt les co-débatteurs, parce qu'ici, ce n'est pas le problème d'un co-débatteur, mais les téléspectateurs eux-mêmes doivent apprécier ce que chacun dit. Mais si vous citez l'ancien président de la République, parce qu'on a dit qu'à un moment, le M23 n'existait plus. Le M23 n'existait plus. Parce que les créateurs du M23 avaient trouvé son compte dans certaines négociations. Mais lorsqu'on lui a dit, écoutez, ça, on doit revoir, ça, on doit revoir, ça, on doit revoir. Il a dit, si on revoit, donc moi, je n'aurai plus ce que j'avais avant. Alors, il a réactivé son mouvement. Quoi le problème? C'est comme ça qu'il cherche encore une négociation directe avec les M23 parce qu'il va tirer profit de cette négociation-là. C'est son jeu. Merci. Il est dans son jeu. Merci. Il faut connaître les joueurs et son jeu. Et voilà, nous entamons le second sujet, mais n'empêche que Ernest puisse rebondir. Nous allons un peu analyser sur l'adresse du chef de l'État à la nation devant les deux chambres du Parlement. Je vais passer la parole à Ernest. Comment vous avez analysé l'adresse du chef de l'État à la nation? Madame, merci pour la parole. Mais avant de passer au second sujet, j'aimerais rappeler au public ici que, jusqu'à preuve du contraire, le pouvoir de Kinshasa, qui roule dans les mensonges, n'a jamais dit à la population que dans les pourparlers avant la rencontre du 15, le pouvoir de Kinshasa, dans la feuille de route de Luanda, s'était engagé à désarmer les FDLR. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Alors, où se trouvent ces FDLR? Et on a accepté que l'armée rwandaise puisse entrer sur le sol congolais, ensemble avec les FARDC, pour désarmer les FDLR. Alors, avant les 15, on change de casquette. Non, 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 pas ça. Et ça, on ne dit pas à la population. Donc, il faut être sérieux dans les négociations. Vous allez désarmer les FDLR. Mais accepter de désarmer les FDLR, c'est donner déjà une arme diplomatique à Kagame. Parce que vous voyez, non, si on reconnaît les M23 comme le mouvement
un mouvement rebelle congolais. Nous savons bien que le M23 bénéficie du soutien de l'armée rwandaise. Mais ce sont des Congolais qui sont là. Mais les Tutsis congolais, ils existent. C'est quelqu'un qui nous a dit à Londres que les Tutsis congolais, ces Tutsis-là étaient les Banyamulenge étaient des Congolais. Il nous a dit ça devant la communauté internationale à Londres. Alors aujourd'hui, si ça ne tient pas, le matin, vous dites que les Banyamulenge sont des Congolais. À midi, ils ne sont pas Congolais. Le soir, non. Il faut être sérieux. C'est l'une des causes de l'échec aussi de cette humiliation du 15 décembre. Le respect des engagements pris. Vous n'avez pas ce respect-là. Vous ne respectez pas la parole. C'est ça le pouvoir de Kinshasa. Donc vous pensez qu'on peut se tirer d'une affaire comme ça, on a accepté, et puis à un moment donné, on dit, bon, comme on a fait avec l'accord de Kingakati, on s'est retiré un jour, un autre matin, on casse l'accord FCC Cash, c'est comme ça, vous roulez comme ça. Mais il y a des accords qui vous tiennent au cours là, et puis vous êtes obligé de l'appliquer. Et nous sommes dans les pétrons aujourd'hui. Vous avez été à l'EAC. Qui savait que non, l'EAC était un sac dont l'accord était le Rwanda? Qui ne le savait pas? Les troupes de l'EAC étaient à l'est de la République et ce sont les Rwandais qui jouaient les services de renseignement. Vous voulez faire voir aux autres que les pouvoirs qui étaient passés là étaient beaucoup plus pro-rwandais et pas aux autres? Ils ont été à Kigali lorsque Tshisekedi a été proclamé frauduleusement président de la République en 2018. Pour un petit rappel d'histoire. Ils sont à Kigali. Kagame à l'époque est président de l'Union africaine, n'est-ce pas? Ils vont chercher les soutiens pour qu'on adopte Tshisekedi. Vous savez ce que Kagame avait dit à François Béa, à Jean-Marc Abound et à Kamere? Les dossiers du M23 étaient sur la table. Et vous, vous êtes dit des choses. Le M23 est arrivé ici 14 mois. Vous n'avez pas trouvé un compromis. Il rentre à l'Est, il reprend les hostilités. À qui la faute? Même si vous avez refusé ce que Kabila avait... Mais est-ce que ce n'était pas aussi normal qu'on puisse recevoir le M23 en ce moment? Mais parce que c'était un mouvement congolais. Ils ont été reçus ici en qualité de qui? Parce qu'on dit que c'est un mouvement rwandais, c'est un mouvement rebelle congolais. Nous les appelons chez nous, dans la Mouka, les supplétifs du Rwanda. Mais on utilise les Congolais. Avec les Banyamulenge qui sont arrivés en 60 et ainsi de ceux qui sont à l'Est, qui sont aujourd'hui Congolais. C'est comme l'UNITA avait bénéficié de l'appui d'Isaïr à l'époque. On n'a jamais qualifié l'UNITA d'un mouvement rebelle zaïrois. Nous devons être sérieux, allons droit au problème et trouvons des solutions pour sauver l'Est de la République. Et non jouer au jeu des cache-cache. Non, ça, c'est pas sérieux. Et je voulais dire ici que un jour, Kagame nous avait dit ceci dans les médias, que Tshisekedi dit beaucoup de choses, mais il ne maîtrise pas, il ne calcule pas ou bien il ne tient pas compte que dirais-je, de ce que ces propos peuvent amener comme conséquence. Il avait dit ça dans les médias. Quand vous dites à quelqu'un, je vais vous rencontrer au paradis, bon, Maître Trésor dit que bon, c'est une parole, l'homme est dynamique, il peut, non, ça c'est blague avec l'État. Mais il a fait quand même. Et puis il est allé plus loin, il est allé plus loin, il est allé plus loin dans cette déclaration que dirais-je, d'affirmer qu'il pouvait aussi renverser même les pouvoirs de Kigali. C'est grave pour un chef de l'État. C'est grave. C'est gravissime. Vous voulez qu'on trouve ces propos-là, c'est pas n'importe quel Congolais qui l'a utilisé. Malgré la manière dont il est arrivé d'une manière frauduleuse au sommet de l'État avec simulacre d'élections et ainsi de suite, dit le compromis à l'Africain, mais du moins c'est lui qui est aujourd'hui président en RDC. Et il tient des propos comme ça qui va renverser le pouvoir de Kinshasa. Et Kagame, ignorant qu'il est, vous voulez qu'il vous applaudisse. Il va aussi vous rendre la tâche difficile. Donc, étant politique... Et vous avez voulu qu'il soit tendre envers Kagame qui est... Non. Il a fallu que nous donnions une leçon de morale, c'est pas moi, par une contrainte militaire sur terrain. J'arrive, parce que on n'a pas parlé de l'aspect militaire dans ces discours-là, on a menti à la population. Si aujourd'hui nous sommes incapables, selon les dires de maître, de combattre les M23, qui est appuyé par les Rwandais? Et devant les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les M23, c'est un petit bitinda de Kagame. On laisse des territoires, les FARDC prennent la fuite. Et si les Rwandais venaient lui-même comme ça, c'est alors que vous allez montrer vos biceps? Ah, ça c'est quel discours, cher ami?
Non, ce n'est pas sérieux. Devant la nation, c'était un monsieur qui était encore en campagne. Avec des promesses. Comment ça? Je vous dis. Madame Minouchka, les discours sur l'état de la nation, c'est 365 jours qu'une nation vient de passer et vous devez présenter le bilan. Au mois de décembre 2023, nous avons eu autant de pourcentage des routes asphaltées. Et en décembre 2024, voilà ce qui a été réalisé. Même situation sur l'énergie, l'eau, l'électricité, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux. Vous faites un bilan chiffré. Vous présentez au peuple. Et vous faites alors une projection de 365 jours qui suivent. Mais notre frère est venu avec prométhazine, commençant encore à nous injecter dans son discours. Toujours le prométhazine. C'est la prométhazine, non? C'est un produit qu'on donne pour aux promesses, c'est qu'on bien amateur. Donc il nous a embrouillé. En réalité, il nous a menti. Parce qu'il ne nous a pas présenté réellement ce qui devait être fait. Je prends la construction des routes. 30 000 km. Route des desserts agricoles. C'est à 400 000 km. Et vous voyez Kinshasa met 1 million. Bon, on accepte. Même si on prend à 500 000, vous devez avoir 19 millions pour construire 38 000 km de route en une année. Vous prenez 11 000 km de route asphaltée, à 1 million, vous avez 11 millions. 11 milliards, pardon. Donc, vous nagez à peu près à 30 milliards de dollars pour construire toutes ces routes en une année. D'abord, je vous montre là où il n'y a pas de vérité. Vous avez un budget de 18 milliards. Vous pensez construire uniquement les routes pour 30 milliards. Ça, c'est un miracle qui doit être opéré. Et les 18 milliards ici, c'est un budget fantôme. Ça, vous le savez. Ça n'a pas d'impact dans la population. Alors, il n'y a pas que les routes qui est prévu dans ces budgets. Et la paye des fonctionnaires de l'État. La réforme de l'armée. Là, vous voyez, donc c'est les mensonges. C'est pourquoi mon frère Bemba est allé plus loin même à dire qu'on va acheter 60 avions. Il est permis de rêver aussi. Non? Oui. Vous savez ce qui est arrivé à l'aéroport je ne sais pas moi, de l'Issala. Les voyageurs sont... L'avion a atterri à 18h et les voyageurs qui devaient retourner, ne savaient pas prendre l'avion parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Merci. Donc, c'était un discours fallacieux pour tromper la population et les bandits étaient là pour applaudir. Grave encore, vous avez vu avant les discours, c'était l'hymne national de l'IDPS qui était là. Donc on a tout vu, on a compris déjà ces régimes-là, ça va nous amener, mais on ne les laissera pas faire. Donc c'était pour nous déjà entendu. Merci. Déjà entendu. Donc on ne croit pas à ces régimes qui a montré ses limites. Donc on ne croit pas à tout ce qui a été dit. Je passe la parole à M. Likonza. Analyse, comment vous décryptez l'adresse du chef de l'État à la nation? Bien, comme vous le savez naturellement, je devrais raconter quelques mots utilisés à propos de la situation Rwanda-RDC. Bon, j'ai entendu dire que selon les propos des maîtres, le gouvernement est incapable de combattre les maîtres. Je n'ai pas dit ça. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui vient de le dire maintenant là. Bon, plusieurs questions relèvent de ce qu'on appelle géostratégie. Quand on ne maîtrise pas la géostratégie, on peut employer des termes, faire même du méli-mélo, de la confusion. Bon, la guerre, je l'ai dit, a différents types. Avant de parler de la guerre, il faut chercher à savoir on est dans quel type de la guerre. Sinon, on risque de confondre les choses. La communauté internationale sait très bien ce qui se passe dans l'est de la RDC. Elle est complice. Et la communauté internationale ne peut pas se taire s'il s'agit d'une guerre régulière. Guerre régulière, c'est comme la guerre Russie-Ukraine.
voyez? Ici, nous sommes dans un autre type de la guerre. Alors, si vous voulez accuser le président congolais de ceci ou de cela, cherchez à maîtriser le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et la diplomatie, bien au mieux, la négociation a ses rouages, a ses jargons. Vous voyez? Et certains propos que les chefs d'État tiennent ne sont toujours pas éternels. Parfois, c'est un propos par rapport à la conjoncture, par rapport à la circonstance qui se présente. Quelque part aussi, quand un chef d'État, quand un chef d'État tient... Certaines opinions pensent que ces communications sont des fois ratées. Oui. Quand un chef d'État parle, il sait pourquoi il a parlé. Après, il n'a pas parlé pour que vous compreniez à sa place. Il sait à qui il s'adresse. Après, il va rebuffer encore. S'il vous plaît. Allez-y. Il sait à qui il s'adresse. Quand un chef d'État parle, il sait à qui il s'adresse. Et il sait pourquoi il a tenu ces propos-là et en ces temps-là. Raison pour laquelle la constitution en vigueur de la RDC, laquelle constitution doit être changée, a prévu que pour s'adresser au peuple, le chef de l'État doit se tenir au mois de décembre. Oui ou non? C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il doit s'adresser à la nation. Il s'adresse à la nation. La Constitution a prévu un moment précis. Alors, si en dehors de ces temps prévus par la Constitution, le chef de l'État parle, ce n'est pas qu'il s'adresse nécessairement à la nation. Il peut parler soit pour s'adresser à la communauté internationale. Madame, laissez-le parler. Je peux quitter votre plateau. Pourquoi? Non, ça c'est mentir. Quand il parle, moi je ne parle pas. Ça c'est mentir au peuple. Non, s'il vous plaît. Un peu du respect pour ceux qui nous suivent, un peu du respect pour mon émission. Mais, oui. Mais alors le propos là, il faut que ça soit cadré. Il faut respecter le peuple. Ernest, tu n'es pas le seul peuple, s'il vous plaît. Laissez-le parler, vous allez le recadrer à votre temps. Merci. Bon, on a même semblé s'adresser à moi comme si j'étais le gouvernement. Ça, je n'ai pas compris. Vraiment, je n'ai pas compris. Bon, c'est pas mal. On est sur un plateau de télévision. J'ai du respect à mon co-débatteur, surtout aux téléspectateurs. Et donc, la Constitution a prévu ça. En dehors de ces moments-là, si le chef de l'État parle, il sait pourquoi il parle. Il peut parler soit pour dissuader. C'est un concept de la géostratégie. Pour dissuader un groupe de gens. Soit pour lancer un message à la communauté internationale. Il peut parler ici à Kinshasa. Mais il ne s'adresse pas aux Kinois, en réalité. Et les Kinois peuvent récupérer ça, commencer à analyser, à discuter autour, à dire ce qu'ils pensent. Mais lui-même sait à qui il s'est adressé. Et pourquoi il a dit ça. Peut-être il a dit ça pour débloquer une situation. Peut-être qu'il a dit ça pour baliser un chemin. On ne sait pas. Alors, il ne faut pas entrer dans l'esprit du chef de l'État pour commencer à sortir ce que lui ne pense pas là. Donc, vous mettez ce que vous pensez dans sa tête. Nous devons éviter cela. Alors, l'adresse à la nation. Le chef de l'État n'a fait qu'accomplir un devoir constitutionnel. Et la Constitution qui prévoit cela n'a pas décrit la manière dont cela doit être fait. La Constitution n'a pas dit qu'en s'adressant à la nation, le président de la République doit faire un bilan, doit dresser un bilan annuel. Il doit dire, voici, je vais construire autant de routes, j'avais prévu, j'avais promis et maintenant j'ai fait ça. La Constitution ne dit pas ça. Si vous êtes logique, mais restez dans la Constitution. Vous voyez même la raison pour laquelle il préconise un débat profond. Sur la réforme de la Constitution. Mais il a dit ça dans son adresse à la nation. Il l'a dit. Et je comprends pourquoi il insiste sur ça. Parce que même les choses simples, vues par la Constitution, certaines personnes ne les maîtrisent pas. Ça démontre aussi les velléités de se garniser au pouvoir. Non. Madame, moi j'ai entendu tout à l'heure
que les Banyamulenge qui étaient venus avant 1960. On a dit ça ici maintenant. Avant 1960, et le président à Londres avait dit que ces Banyamulenge sont des Congolais. Oui. Mais où, effectivement, madame, la constitution actuelle, à son article 10, prévoit cela. Si Bako Konabino Bazalaki n'a mabélé à Congo le 30 juin 1960, vous êtes Congolais. D'origine même. C'est ce que dit cette constitution-là. Mais lui-même vient de dire que les Banyamulenge Bazalaki avant 1960, cela veut dire que même le 30 juin 1960, selon ce qu'il vient de dire là, les Banyamulenge étaient là. Alors vous voulez maintenant qu'il y ait un chef de l'État qui a devant lui la constitution et qui avait prêté serment de respecter cette constitution, dire que les Banyamulenge là ne sont pas des Congolais. Non, mais on dirait qu'il est en train de marcher sur la constitution. Mais parce qu'on sait en réalité, si on remonte les années, les décennies, on va voir que ces Banyamulenge étaient venus d'ailleurs. Mais à cause de cette constitution, ils sont des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une réflexion profonde sur la constitution. Est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'il faut changer? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit si on va changer ou bien on va modifier. Il appelle à une réflexion. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là. Et selon vous, vous voulez le changement ou la révision? En tout cas, pour moi, le changement. Le changement. Oui, il faut qu'on change. Quelle opportunité? Mais, madame, quelle opportunité? Il vient même de parler de... Bon, si c'est pas à vous parler, j'ai déjà relevé l'article 10. C'est cet article qui parle de la nationalité. Vous pouvez lire ça, vous aussi. L'article 10, vous allez voir ça. Et c'est ce qui bloque le social des Congolais, c'est ce qui bloque la construction de routes. Mais madame, le social là, c'est quoi le social des Congolais? C'est quoi? Moi, je venais de participer récemment, ça va faire une semaine, aux états généraux des entreprises du portefeuille, au centre financier de Kinshasa. Quand on parle du social, on les cherche ailleurs. Mais je vous dis ici maintenant que le social en question se trouve dans les entreprises du portefeuille de l'État. Et depuis toujours, même bien avant le président actuel, ces entreprises sont confisquées par des gens qui s'enrichissent illicitement. Parce que toutes ces entreprises-là sont dans tous les secteurs de la vie nationale. Et parmi ces entreprises, il y en a qui réalisent les recettes. Parce que certaines de ces entreprises sont transformées en sociétés commerciales. Vous parlez de la GECAMIN, la Régie des eaux, la SNEL, toutes ces entreprises-là. Si ces entreprises-là ne fonctionnent pas bien, elles ne sont pas bien gérées, ou bien les gens qui sont placés là-bas ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes, vous pouvez chercher le social même en coupant la tête, s'il vous plaît, la tête de celui qui gère l'économie. Vous n'allez pas retrouver ça. Vous pouvez aller dire aux Rwandais, bon, cessez avec les M23. Le Rwanda a dit, ok, on vous laisse en paix. Si vous ne mettez pas de l'intelligence dans la gestion de ces entreprises du portefeuille, je vous dis que rien ne marchera en ce qui concerne les sociales. Et c'est ainsi que, avant l'arrivée du musée, les choses marchaient bien. Même si on reproche tout à Mobutu, il n'avait rien fait, mais à l'époque des PDG, les choses marchaient bien. À cause de ces entreprises-là, ils étaient PDG des entreprises du portefeuille de l'État. On a supprimé le système des PDG. Aujourd'hui, ce sont des DG, les conseils d'administration et tout ça. Parce que les PDG cumulaient les rôles du président du conseil d'administration et de la gestion quotidienne et tout. Mais il faut revenir à la situation normale et relancer ces entreprises du portefeuille parce qu'elles contribuent à l'économie. Et le président actuel a trouvé tout par terre. Mais je ne dis pas qu'il est sain. Il peut avoir aussi des faiblesses, mais à un moment, il faut voir où se trouvent les problèmes. Merci. Et je vais chuter par là pour dire que lors des élections, ce que j'ai entendu parler de la MOUCA, mais le chef de la MOUCA
avait appelé ces gens à boycotter les élections, à ne pas postuler aux élections. Et les gens de la Mouka, personne n'avait postulé à la députation ni à d'autres élections. Seul le chef de file, on l'a vu candidat président de la République. Merci beaucoup. C'est étonnant. Ernest, veuillez rebondir. Rebondissez, Ernest. Madame, je suis vraiment déçu des propos de mon co-débatteur. Il veut souscrire la seule occasion que le président de la République peut s'adresser à la nation, c'est seulement au mois de décembre, selon la Constitution. Alors, par ricochet, je ne sais pas s'il voulait dire aussi que, parce qu'il parle de changer la Constitution, c'est ce mois de décembre. Donc, c'est ce mois de décembre, même si le pays est attaqué pendant les autres mois, dans les chefs de l'État, parce que c'est pendant le mois de décembre qu'on réunit les deux chambres en congrès. C'est parce que l'occasion aussi est donnée au président de la République de déclarer la guerre devant les deux chambres réunies en congrès. Alors, s'il faut seulement attendre la fin de l'année, je ne sais pas. Mais, un autre élément, pourquoi on a prévu au mois de décembre qu'il y ait un discours, c'est bien dit, sur l'état de la nation. De décembre à décembre, c'est une année. Et quel serait l'objectif de votre discours? N'est-ce pas le bilan? Vous devez dire aux Congolais ce qui s'est passé pendant une année. Alors, quand vous dites aux Congolais, il y a eu ça, on a fait ça pendant une année, n'est-ce pas un bilan? C'est normal qu'on rende des comptes à ceux qui vous ont donné mandat, dans la logique, parce qu'ils ne sont pas là par rapport au mandat du peuple. Donc, je m'insurge en faux par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. On demande aux gestionnaires de rendre compte à la population dans ces discours-là. Mais, d'une manière, c'est pas moi, par une session extraordinaire, le gouvernement, la présidence de la République peut convoquer le Parlement, les deux chambres réunies en congrès, pour traiter d'autres questions d'ordre public qui a trait à la gestion de la nation. Donc on ne doit pas trouver cela comme un fondement pour dire voilà, nous voulons changer la Constitution parce qu'il faut attendre seulement les mois de décembre pour que le président puisse s'adresser à la nation. C'est pourquoi je disais qu'il faut que nous puissions respecter les téléspectateurs, leur dire la vérité. Même si vous défendez un camp, mais restez dans la vérité. Cette Constitution, ce n'est pas vous seulement qui la lisez. Et puis sur le plateau, vous voulez faire voir comme si c'est vous qui maîtrisez tout. Donc là, ce n'est pas sérieux. Ce régime a complètement échoué. Notre frère a complètement échoué sur toute la ligne. Aujourd'hui, on cherche des explications, des justifications, alors que le peuple continue à souffrir sur tous les plans, sur les plans sécuritaires, les sociaux. Il parle des entreprises publiques. Mais ça fait 6 ans. C'est notre frère Tshisekedi qui nomme les DG là-bas. Alors, s'ils ne nomment pas des gens compétents, dignes pour gérer cette entreprise et donner le meilleur d'eux-mêmes, à qui la faute? Vous ne devez pas tenir ce langage de l'opposition. Ça, c'est le langage de l'opposition que vous tenez. Non, vous devez nous dire ce qu'ils ont fait et ne pas venir nous dire que non, bon, il faut qu'on nomme des gens compétents là-bas pour qu'ils donnent un bon rendement. Ça, c'est le langage de l'opposition, de nous qui vous observons, vous qui gérez. Non, il ne faut pas chercher à continuer à avoir le langage de l'opposition alors que vous êtes déjà aux affaires. Ça, c'est un aveu d'échec. Donc, notre frère a échoué. Moi, j'insiste, pour ramener la paix à l'Est, il faut une contrainte militaire. Et dans ces discours, je n'ai pas vu Tshisekedi aller droit au but. Et moi, j'ai dit qu'il a raté une occasion pour déclarer la guerre au Rwanda, parce qu'il attendait que les deux chambres soient réunies pour qu'il puisse déclarer la guerre. La guerre n'est pas facile, hein? Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Voyez la Russie. Voyez la Russie. Ils donnent l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Mais l'Ukraine aussi est dans une guerre par procuration. Qui ne sait pas que derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN? Qui ne sait pas derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN? Et l'Ukraine, se sentant faible devant la Russie, malgré ça, mais il n'a pas baissé les bras. Il a fait face. Même si vous allez me battre, mais dans un combat. Je ne demande pas la paix comme ça, comme une femme, comme fait la RDC aujourd'hui devant le Rwanda. Alors, je vous ai rencontré ce que vous avez dit. Si nous avons du mal à combattre un mouvement que le Rwanda soutienne, comme le M23,
c'est que devant les Rwandais, ça sera pire. Moi, je n'ai fait que tirer une conclusion dans ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit que vous avez dit qu'on ne va pas, nous sommes incapables de combattre les Rwandais. Mais si les supplétifs du Rwanda, nous n'arrivons pas à les combattre, à les détruire, et les Rwandais lui-même maintenant. Parce que le M23 et les Rwandais, c'est comme disent nos ancêtres, que moi, la sauce à Tony Nanzou, on sait que maman n'a Azanassi. Nous savons très bien que derrière les M23, c'est les Rwandais. Alors nous devons commencer par corriger les M23. Les M23 va fuir au Rwanda. Alors, par droit de poursuite, nous poursuivons les M23 sur le sol rwandais. Comme aujourd'hui, les Rwandais poursuivent les FDLR sur le sol congolais. Et c'est cette contrainte sur terrain qui ferait que, sur la table de négociation, les Rwandais se présentent en respectant la RDC. Mais s'il faut rester dans des théories, des diplomaties, non, il y a les langages, les jargons, ça c'est de la théorie. Et sur terrain, il y a nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour, nos mamans, nos sœurs qui sont violées, il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école, qui dorment à la belle étoile. Il y a la ouais. Mais à Bunagana, les mamans ne savent pas, il n'y a pas de jeunes qui portent la veste comme ça pour Nayo, qui se présentent à une émission, bien à une activité. Ils sont dans la forêt. Et ici, sur le plateau, vous allez commencer à étaler toutes ces théories diplomatiques, c'est pas moi. Non, nous devons passer à l'action. Madame, j'insiste, même après 10 ans, 15 ans, vous allez me donner raison. Kagame est dans la peau de ceux qui entendent seulement les langages de la force, les langages de la contrainte. Sans cela, le Congo serait toujours un État pleurnicheur. Et aujourd'hui, pire encore, ce sont toutes les autres nations. Suivez les réseaux sociaux. Ce sont les autres nations qui se moquent de la RDC. Un pleurnicheur. Dans toutes les conférences, dans tous les sommets, on ne fait que pleurnicher. Mais quand on vient ici à la télé, on voit FRDC le Ramakasi. On blague avec qui? On trompe qui? Merci. Regardez, hier, j'ai suivi les nominations des généraux. Merci, Ernest. Madame, mais... tous ces généraux qu'on a promis là. Mais, vous savez, la tête de l'armée, c'est comme une équipe nationale. Hein? C'est comme une équipe nationale, je vous en prie. Trésor, vous avez répondu. Il me semble que la Mouka en question aurait des têtes. Il y a la Mouka L, X, la Mouka L. Cher frère, rencontrez-moi dans ce que j'ai dit. Il ne faut pas dire... Vous savez, le problème dans... Rencontrez-moi dans ce que j'ai dit ici. La Mouka fait quoi? Rencontrez-moi dans ce que j'ai dit ici. Le problème dans par rapport à la gestion du pays, par rapport à la guerre, à la situation de l'Est. Rencontrez-moi dans ce que j'ai dit. Le problème des partis politiques... Ça, c'est une fuite en avant. Les formations des militants. Vous voyez, les partis politiques, on n'y va pas pour faire du bruit tout le temps. On va là-bas pour apprendre aussi. Parce que même des formations idéologiques, chaque parti, je présume qu'il a une idéologie. Et dans chaque parti, il y a les gens de différents domaines. Ce n'est pas tout le monde qui vient parler n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Il risque de sortir du raisonnement et ternir l'image de son parti. Comment ça? Mais alors, quand on touche à tout, on ne sait pas... On ne sait pas se situer, je suis où. Vous parlez de tout à la fois. Je reviens encore sur mon observation. Je ne suis pas du gouvernement, ni de l'Union sacrée, ni de l'UDPS, et je ne parle pas au nom du président de la République ici. Mais vous avez tendance à... Non. À soutenir le pouvoir en place. Non, je n'ai pas tendance à soutenir le pouvoir. Je donne mes idées, mon opinion sur la situation qui se présente. Moi, je suis pour le changement de la Constitution et non pour la révision. Moi-même, je l'ai dit. Je suis pour le changement. Et le moment venu, s'il y aura l'occasion, je vais démontrer, je vais dire pourquoi je suis pour le changement. Alors, s'il faut s'attaquer au gouvernement, pas à moi. C'est pas moi. Moi, je parle comme citoyen congolais, analyste indépendant.
Et je l'ai dit encore une fois, que la Constitution, lorsqu'elle prévoit que les présidents de la République fassent un discours sur l'état de la nation, elle ne prévoit pas un bilan annuel du président de la République. L'état de la nation n'est pas synonyme de bilan. Et d'ailleurs, cette constitution-là ne fait pas du président de la République gestionnaire de la chose publique. Le président de la République est là, il règne. Mais c'est le Premier ministre qui gère au quotidien. Ça, les gens ne le savent pas. Si vous voulez savoir, si, par exemple, à Kinshasa, une route a été construite, ou bien une route nationale dans une province, posez la question au Premier ministre. Mais si je dis ça, on dit non, il est pour le chef de l'État. Mais je parle de ce que prévoit la Constitution. C'est le chef du gouvernement qui s'occupe de la gestion quotidienne. Pour avoir des moyens, le chef de l'État les sollicite au gouvernement. L'argent vient du gouvernement pour alimenter les comptes du président de la République. Vous faites de la politique, vous êtes dans un parti politique, dans un regroupement politique, dans une plateforme politique, mais cherchez à maîtriser le fonctionnement de votre propre État. Que prévoit la Constitution en matière de la gestion de la chose publique? Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez faire des confusions tout le temps. Vous pensez avoir bien parlé, or vous êtes en train de perdre le temps pour rien. Et les gens qui sont là, vous pensez qu'ils vous écoutent, mais ils ne vous écoutent pas. Ils comprennent que ces gens-là ne font que du bruit. Il va faire le bilan. Lui qui ne gère pas au quotidien. Quel bilan doit-il faire? Il doit présenter la situation générale du pays. C'est ça qu'on appelle état de la nation. Situation générale. Et il donne son opinion, il donne ses orientations pour l'année prochaine. Même la politique là, de la nation est gérée en collaboration entre le président de la République et le gouvernement. C'est prévu aussi dans la Constitution. Mais il faut lire la Constitution avant de venir trop parler ici. C'est en collaboration entre le président de la République et le gouvernement, et précisément le Premier ministre. C'est les deux qui gèrent la politique de la nation. C'est la Constitution qui prévoit cela. Mais celui qui viendra faire les discours sur l'état de la nation, sur la situation de la nation, la Constitution veut que ce soit le président de la République. Et vous n'allez pas dire que ce que le président dit là-bas ne vient pas aussi du gouvernement. Il a recueilli certains éléments, certaines données de gestion au niveau du gouvernement. Il a compilé et il a constitué son discours. Alors maintenant, si vous vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit où? Il a posé la question au Premier ministre. Ça, c'est conforme à notre Constitution. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ernest, vous avez 2 minutes pour clôturer l'émission. Madame, merci pour la parole, une fois de plus. Je constate seulement que Maître Trésor a des confusions par rapport à la Constitution qu'il prétend bien maîtriser. Parce qu'au début, il dit que c'est les Premiers ministres qui gèrent. Et à la fin, il s'est ressaisi pour dire que c'est une gestion d'ensemble. Non, la politique de la nation, c'est différent de la gestion au quotidien. Des notions différentes. Il ne faut pas mélanger. Laissez-les clôturer, maître, s'il vous plaît. Oui. Il n'a pas dit ça au peuple. Le président de la République gère la nation en collaboration avec le Premier ministre. D'ailleurs, il y a des domaines où les deux sont co-gestionnaires. Et le reste, le gouvernement les accompagne. C'est vrai que le Premier ministre est responsable de l'action gouvernementale devant le Parlement. Parce qu'on ne sait pas exposer le président devant le Parlement. Mais dis-moi, faire les discours, dire ce qu'on doit faire, là on accepte, c'est le président. Le Premier ministre gère. Pour des comptes, on ne demande pas, il faut demander ces mots au Premier ministre. Mais qui contrôle l'action gouvernementale là? Qui contrôle tout ça? C'est le chef de l'État. C'est normal que dans
le discours devant l'État de la nation, sur l'État de la nation, qu'ils nous disent ce qui a été fait. Parce qu'ils s'adressent à la nation. Les premiers ministres, des fois, on appelle le ministre, le premier ministre au Parlement, devant les élus. Mais lui, devant la nation, il devait quand même dire les autres aussi dans les passés. Avant, lui, l'ont eu à faire. Et il n'était pas dans l'erreur. Ce qui est vrai qu'au début, l'année avant, au premier mandat, là, il avait fait cela. On trouve qu'il y a beaucoup de mensonges maintenant. C'est pourquoi on ne sait plus aller dans les chiffres, on ne sait pas aller dans les données réelles. Parce qu'il n'y a pas eu d'avancée, il y a eu des détournements, de vols, ainsi de suite. On n'a pas avancé dans tout ce qu'on a dit il y a une année, il y a 2 ans. Alors, on ne sait pas revenir avec un bilan chiffré, avec des données scientifiques, parce qu'on comprendrait qu'ils sont des grands menteurs. Alors, il faut rester dans l'air. Nous allons faire ça, nous allons faire ça. On reste dans l'air. On n'entre pas dans la matière pour dire aux Congolais qu'est-ce qui a été fait réellement pendant une année. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie. C'est un gouvernement de menteurs. Chers maîtres, et vos apaisements, vous êtes devant quelqu'un qui est bien aguerri. Dans la Mouka, on n'envoie pas n'importe qui passer à la télé. Comme chez les autres amis des l'IDPS ou de l'Union Sacrée, parce que vous dites que vous n'êtes pas de l'Union Sacrée. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes de l'Union Sacrée. Mais vous vous présentez ici en défenseur du gouvernement. C'est quoi je vous attaque? Non. OK? Donc, refusez ce que vous faites, refusez là. Mais moi, je vous dis, vous avez défendu le pouvoir en place. Et moi, je vous ai montré là où ce pouvoir... comment ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Merci. Donc c'est un peu ça. Mais retenez que chez nous, ce n'est pas tout le monde qui passe à la télé. Merci. Voilà. Maître Likonza, votre mot de la fin, vous avez 2 minutes pour clôturer. D'abord, je vous dis merci. Merci de m'avoir invité encore une fois. Peut-être c'est ma première fois de passer à cette émission, mais je suis habitué de vos émissions. Oui, oui. Donc, j'ai dit également merci à mon frère de la Mouka. Merci. Donc, on n'a pas de problème quand même. Non, c'est la nation. Mais voilà. Ici, nous parlons nation. Donc, moi, j'aimerais seulement revenir pour dire que le président de la République ne gère pas la chose publique. Conformément à notre constitution, c'est le Premier ministre qui en est le gestionnaire. Et celui qui contrôle l'action du gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est le Parlement. C'est le Parlement. C'est prévu par la Constitution. Et donc, j'appelle seulement mes frères, ceux qui me suivent, mes compatriotes des partis politiques, à ne pas se laisser emporter par les sentiments. Il faut aussi apprendre, être formé, lire aussi. Ça, c'est aussi notre problème. Les gens n'aiment pas lire. Lire. Quand on est en face d'un co-débatteur ou bien on est appelé à... Parce que ce sujet n'est pas à soumettre à tout le monde. Le sujet a des dimensions, il y a une sensibilité, le sujet a une dimension pédagogique, le sujet a une dimension politique. Il faut apprendre. Ça, ce n'est pas mauvais de dire. Donc, je ne dis pas que moi, je maîtrise tout, mais j'ai invité seulement les gens à apprendre. Et comme de l'autre côté de l'opposition, on veut faire de moi quelqu'un du gouvernement. Merci. Parfois, ça peut arriver, le jour où la Mouka sera au pouvoir, je deviendrai peut-être ministre de mon vieux Martin Fayou. Ce n'est pas un problème. Ça te va, non? Et voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à Maître Likonza. Vraiment. Merci à Ernest. Et merci. Meilleur vœu à tout le monde. Meilleur vœu à tous. Joyeux Noël. Merci à Enoch Mbala. Merci à Des Anges. Que Dieu bénisse la RDC. Je pense à celui qui nous suit depuis Kinsuka, l'apôtre Jean-Paul Mibadi. Il sera mon invité de demain. Et voilà. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.